Si vous aimez les histoires de rivalité familiale, de secrets et de vengeance savamment orchestrées, assurez-vous de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications maintenant. Vous ne voudrez pas manquer le moment exact où ma sœur a réalisé l'énormité de mon cadeau. Je m'appelle Adèle. Pour le monde, j'ai 35 ans et je suis une artisane chocolatière passionnée, établie dans la ville vibrante de Lyon. Mais pour ma famille, je suis la bohémienne, l'enfant qui a choisi le parfum du cacao et la terre argileuse de la poterie, plutôt que le marbre froid et les chiffres de la haute finance parisienne. Mon histoire se déroule dans l'opulence feutrée d'une soirée de Noël à Neuilly-sur-Seine, la banlieue chic de Paris, où mes parents, Catherine et Philippe, ont toujours veillé à maintenir les apparences d'une réussite impeccable. Chaque Noël était moins une célébration de l'esprit que la cérémonie annuelle de la supériorité de ma sœur, Camille. Camille, 30 ans, était l'enfant prodige, la reine d'or. Diplômée d'une grande école de commerce, mariée à un banquier d'affaires, Éloi, et résidant dans un somptueux appartement avec vue sur le parc Monceau. Elle ne se contentait pas de réussir. Elle avait besoin que ma vie entière serve de contrepoint à la sienne. Mon petit atelier à Lyon, mes mains tachées de chocolat noir et ma vieille Renault Twingo étaient pour elle la preuve constante que le succès était une question de choix et que j'avais fait le mauvais. Nos parents, bien sûr, l'encourageaient. Mon père, un notaire respecté à la retraite, voyait en Camille la continuation de son sens des affaires, le reflet de ce qu'il appelait la vraie ambition. Ma mère passait son temps à me donner des conseils non sollicités sur la façon de rendre ma petite entreprise plus présentable, de lui donner une façade parisienne. Il ne venait jamais à Lyon. Il ne visitait jamais mon atelier, le lieu où je donnais vie à mes créations, où je me sentais enfin moi-même. En fait, la seule fois où ma mère a mentionné Lyon, c'était pour me demander si j'avais enfin envisagé de déménager ailleurs qu'une ville de province. Cette année-là, tout était encore plus tendu. Quelques semaines avant Noël, j'avais appris, par un ancien ami de mon père, que Catherine et Philippe prévoyaient de vendre le bien le plus précieux de notre famille, la maison de la Lavande, notre mât provençal près d'Aix-en-Provence. Ce n'était pas la maison de Neuilly, celle des dîners formels et des réceptions ennuyeuses, mais la maison où nous avions passé tous les étés de notre enfance. C'était la maison de notre tante Élise, la sœur de mon père. Élise, célibataire et sans enfant, avait légué le mas à mon père, mais pas sans une clause discrète que seul un œil entraîné aurait pu repérer dans l'acte notarié de la succession. Un droit de préemption familiale tacite, un droit de premier refus, que tout membre de la famille directe pourrait exercer dans des conditions spécifiques, en particulier si la vente était faite à un promoteur immobilier. Mes parents, obsédés par l'idée de maximiser leur patrimoine pour la vraie héritière, Camille, bien sûr, avaient discrètement mis le mât en vente auprès d'un promoteur pour un prix astronomique. Ils n'avaient pas mentionné la clause à Camille, qui n'aurait de toute façon pas compris la subtilité légale, ni à moi, bien sûr. Pour moi, cette maison, avec ses champs de lavande et son air pur, était le seul endroit sur Terre où je me sentais vraiment comprise, où la simplicité était une vertu, pas un échec. Le fait qu'ils la vendent à un promoteur pour la transformer en lotissement de luxe, sans même nous en parler, était un acte de trahison qui dépassait de loin les critiques habituelles de Camille sur mes choix de carrière. C'était un acte de vente d'âme familiale. J'ai pris ma décision au moment où mon père, lors d'un appel rapide et froid, a balayé mon inquiétude concernant le mas, me disant d'arrêter de m'accrocher à des vieilleries sentimentales. À partir de cet instant, ma vengeance a été méticuleusement planifiée. Une opération chirurgicale menée avec la précision d'un maître horloger suisse. Je savais que pour vaincre Camille et mes parents sur leur propre terrain, celui de la valeur, du statut et du drame public, je ne pouvais pas simplement leur crier dessus. Je devais les déstabiliser avec une démonstration de force qu'ils n'auraient jamais pu imaginer venir de la petite chocolatière de Lyon. La première étape a été de contacter Monsieur Leclerc, l'avocat qui avait géré la succession de tante Élise. Il était vieux jeu, discret, et avait une aversion profonde pour les promoteurs qui bétonnaient en la Provence. Il a confirmé l'existence de la clause de préemption. Le plus délicat n'était pas la légalité, mais la logistique, et surtout, l'argent. La somme exigée par mes parents était colossale, même pour un terrain non bâti, mais le promoteur était prêt à payer ce prix élevé. Pendant des années, Camille avait présumé que je vivais juste au-dessus du seuil de pauvreté. Ce qu'elle ne savait pas,
Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que mon entreprise de chocolaterie fine, Adèle Cacao, n'était pas seulement une petite boutique pittoresque. J'avais développé une gamme de produits de luxe pour des hôtels-boutiques et des chefs étoilés à travers l'Europe. Mon laboratoire de recherche et développement discret à Lyon avait mis au point des techniques d'extraction d'arômes brevetés et la vente de ses licences de fabrication à une grande multinationale suisse, scellée 6 mois plus tôt, avait fait de moi une femme extraordinairement riche. Non pas millionnaire, mais bien au-delà. J'avais signé un accord de confidentialité strict m'engageant à la discrétion totale sur le montant des redevances et la nature des licences. L'argent était dans un compte discret, géré par une société d'investissement qui ne portait pas mon nom. Cette fortune, bâtie sur la passion et le travail acharné qu'ils avaient toujours méprisés, allait devenir mon arme secrète. J'ai donné carte blanche à Monsieur Leclerc pour agir. Mon ordre était simple. Le jour de Noël, avant le dessert, le mas de la famille devait m'appartenir, légalement et irrévocablement, par l'exercice de mon droit de préemption, au prix que le promoteur était prêt à payer. Monsieur Leclerc a travaillé dans l'ombre, utilisant des procédures juridiques accélérées pour court-circuiter l'offre du promoteur sans éveiller les soupçons de mon père. J'ai utilisé mes propres fonds pour sécuriser l'achat, une somme tellement importante qu'elle a temporairement effrayé ma propre banque. Mais c'était ça. Ou regarder ma seule véritable maison d'enfance devenir un parking pour villa de luxe. Ma mission était de transformer le jour de la supériorité de Camille en son jour d'humiliation, non pas pour l'argent, mais pour la valeur. La valeur du cœur face à la valeur du portefeuille. L'achat a été finalisé le 23 décembre. J'étais légalement la nouvelle propriétaire du mas. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était d'emballer le document qui allait changer ma vie et la leur pour toujours. Le 24 décembre, j'ai traversé la France, de Lyon à Neuilly, avec dans le coffre de ma Twingo 2 choses. Une petite boîte en bois de mes chocolats les plus fins, pour la forme, et le cadeau que j'avais vraiment emballé. La maison de mes parents était le théâtre d'une démonstration de richesse presque obscène. Le sapin, un Norman importé, était chargé d'ornements en or et en argent, chaque boule ayant coûté plus que mon loyer mensuel à Lyon. La table de la salle à manger était dressée avec la vaisselle de Sèvres et le cristal de Baccarat. Camille et Éloi étaient déjà là, rayonnant d'une suffisance qui me donnait des maux de tête. Camille portait une robe de cocktail qui devait valoir une petite fortune. Et ses manières étaient étudiées pour souligner à quel point elle était supérieurement sophistiquée. Le vrai drame a commencé avec l'échange de cadeaux. Ma mère a placé un petit sac de shopping d'une grande marque de joaillerie sur ma chaise. « J'ai pensé que tu pourrais enfin porter quelque chose d'un peu plus classe, ma chérie. » a-t-elle murmuré, le ton doux, l'intention cinglante. J'ai souri, mais mes mains se sont serrées sur ma propre robe, une simple pièce de soie noire, que j'avais choisie précisément pour sa discrétion. Puis Camille est entrée, un sourire triomphant éclairant son visage, portant son cadeau. C'était un cube massif, parfaitement emballé dans un papier coûteux d'un rouge écarlate et surmonté d'un nœud en ruban de satin, comme un trophée. Elle l'a posé, non pas sous l'arbre comme les autres cadeaux, mais au centre exact de la table, à côté du grand centre de table fleurie. C'était l'épicentre visuel de la soirée, impossible à ignorer. C'est pour Adèle, a-t-elle annoncé d'une voix qui portait juste assez pour s'assurer que les 4 autres convives l'entendent bien. J'ai pensé que ma pauvre petite Adèle, qui passe tant de temps à jouer avec la boue et le sucre, méritait un vrai cadeau, quelque chose qui lui rappellerait ce qu'est le vrai luxe. Elle a ensuite fait une pause calculée, un regard suffisant jeté sur moi. Il ne s'agit pas d'un simple foulard, tu sais. C'est le tout dernier sac de la collection étoile de chez Hermès. Le cuir est d'une rareté incroyable. J'ai dû faire appel à mes contacts. La fierté dans les yeux de mes parents était insupportable. Ils la regardaient comme si elle venait de clore une affaire à 1 million d'euros. Le message était clair. Elle peut se permettre de te donner ça. Tu n'auras jamais les moyens de lui rendre l'appareil. C'était une démonstration de domination financière pure. Un coup de poignard emballé dans du papier de soie rouge. J'ai attendu, laissant le poids de son cadeau submerger la table, créant une atmosphère de malaise jubilatoire. Puis, j'ai posé mon paquet. Il était banal, enveloppé dans un simple papier kraft brun que j'avais trouvé dans mon atelier, et fermé par une simple ficelle de lin. C'était la modestie absolue face à l'ostentation, et je l'ai placé juste à côté de l'énorme paquet Hermès de Camille, mon paquet à moi, celui que ma sœur n'imaginait pas. Le dîner fut un supplice.
Chaque plat était une occasion pour Camille de se vanter. Elle a raconté comment Éloi avait conclu un accord pharaonique en Asie, comment leur appartement allait être réévalué de 15% l'année prochaine, et a même mentionné en passant qu'elle avait dû recalibrer le budget pour mon cadeau de Noël, car elle avait initialement pensé à m'offrir des fournitures pour mon atelier. Mais ce n'était pas assez glamour pour la table de Noël. Elle jetait des regards furtifs au sac Hermès, s'assurant qu'il était toujours au centre, un soleil rouge autour duquel nos conversations devaient graviter. Mes parents riaient à gorge déployée, encourageant chaque vanterie. J'ai gardé le silence, jouant le rôle de l'enfant maussade et jalouse qu'ils attendaient. C'était l'élément clé de ma stratégie, l'invisibilité. Plus ils me croyaient vaincue et insignifiante, plus la surprise serait totale. La seule fois où la conversation s'est tournée vers moi, mon père a demandé, un sourire condescendant aux lèvres, si je vendais encore mes chocolats sur le marché de Noël. J'ai répondu calmement que mon chiffre d'affaires avait triplé cette année, mais il a juste haussé les épaules. C'est bien, ma chérie. Mais ce n'est pas de la vraie croissance. Tu sais, la croissance qui compte pour l'ISF. Camille a pouffé, puis a enchaîné sur la rénovation de leur salle de bain, avec des matériaux importés d'Italie. La tension était tellement épaisse que la lumière scintillante du lustre semblait la refléter. Enfin vint le moment des cadeaux. Mon père s'est levé, tenant son verre de champagne, et a prononcé un toast pompeux sur la famille, la réussite et l'avenir. 3 mots qui, dans sa bouche, se référaient uniquement à Camille. Puis, ce fut l'heure de l'échange. Camille a insisté pour que j'ouvre son cadeau en premier. C'était une autre tactique de domination. Elle voulait que l'apogée de sa générosité éclipse tout ce qui viendrait après. J'ai lentement défait le papier. Le sac Hermès, d'un cuir souple et sublime, était là. Magnifique, indéniable, un objet de désir. La salle a retenu son souffle. J'ai levé les yeux vers elle. Camille, il est extravagant, vraiment. Elle a souri, satisfaite. C'est normal, ma chère. J'ai dit que je te donnerais quelque chose de vrai. Le moment était venu. Le dessert, une bûche de Noël glacée, faite par un pâtissier chic, était sur le point d'être servi. Maintenant, mon cadeau. Ai-je dit, ma voix calme, mais projetée. Je me suis penchée et j'ai pris mon petit paquet en papier craft. Je l'ai tendu à Camille, mon regard ne quittant jamais le sien. J'ai vu la déception dans ses yeux. Elle s'attendait à ce que je lui offre un de mes chocolats, une nouvelle marque de ma faiblesse financière. Elle a tenu le paquet, son poids plume soulignant le contraste avec son propre sac Hermès. « Oh, Adèle, tu ne t'es pas trop ruinée, j'espère. » Ma mère a ricané doucement. Mon père a levé les yeux au ciel, se préparant à une nouvelle anecdote sur ma naïveté. « Non, je ne me suis pas ruinée. » ai-je dit, mon sourire s'élargissant, mais ne se rendant pas dans mes yeux. « En fait, Camille, ce cadeau, ce n'est pas pour toi, mais pour la table. » Une confusion totale a balayé le visage de ma sœur. Elle a secoué le paquet. « Comment ça, pour la table? Tu m'as donné un accessoire de centre de table ?» J'ai doucement incliné la tête. « Ouvre-le. » Elle a déchiré le papier craft d'un geste méprisant. À l'intérieur, il n'y avait pas de chocolat, pas d'accessoire de cuisine. Il y avait une chemise cartonnée, épaisse, avec un cachet de cire rouge. Et sur le dessus de la chemise, une seule page, magnifiquement calligraphiée. C'était la notification formelle. Camille a lu le titre à voix haute, sa voix devenant une ligne mince d'incrédulité. Notification d'exercice du droit de préemption familiale. Mes parents, qui n'avaient pas encore réalisé, ont échangé un regard. C'est à cet instant précis, quand le mot préemption a été prononcé, que j'ai vu la couleur se retirer du visage de mon père. Il a compris immédiatement. L'acte qu'il avait cru secret était désormais public. Le silence qui a suivi était assourdissant, plus lourd que le plus grand des cadeaux. Mon père, Philippe, a finalement trouvé sa voix, une voix étranglée par la panique. « Adèle, de quoi parles-tu? Donne-moi ça. » Il s'est précipité, tentant d'arracher le document des mains tremblantes de Camille. Mais Camille, sa propre avidité l'emportant sur la peur de ses parents, s'est agrippée à la feuille. Elle a commencé à lire, les mots lui brûlant les lèvres. Maison de la Lavande, ma provençale d'Aix-en-Provence, prix de vente convenu avec le promoteur, acquisition par mademoiselle Adèle Dubois en vertu de la clause de tante Élise. Le transfert de propriété est effectif depuis le 23 décembre. Le visage de ma mère est passé du blanc au rouge vif. Le mas,
Le promoteur. Mais c'est une somme folle. Où as-tu trouvé cet argent? Tu ne peux pas te le permettre? C'est le prix du marché pour une villa parisienne. J'ai pris une gorgée de mon vin, jouant la plus grande des indifférences. Ah, le prix? Oui, c'était un peu cher, je l'admets. Mais ma licence d'arôme brevetée pour l'entreprise suisse a finalement rapporté un peu plus que ce que vous imaginiez. Il s'avère que mon petit hobby de chocolatière est en fait une entreprise de biotechnologie alimentaire très lucrative. La bombe venait de tomber. Ils avaient vendu leur seule véritable maison d'enfance pour un profit qu'ils pensaient sécurisé pour Camille. Ils s'étaient moqués de ma pauvreté en pensant que la vraie richesse était exclusivement dans la finance. Et là, j'étais assise, la preuve vivante de leur erreur de jugement, ayant utilisé le produit de mon passe-temps pour les court-circuiter légalement, au dernier moment. Le visage de Camille était une étude de choc et de fureur. Son sac Hermès, son trophée, était maintenant à mes yeux un simple accessoire tape à l'œil, car elle venait de comprendre l'ampleur de la force que j'avais déployée. Elle s'était efforcée de placer son cadeau au centre pour affirmer sa supériorité. J'avais placé une notification légale au centre de la table pour affirmer ma souveraineté. La confrontation qui a suivi a éclipsé toute la vulgarité des fêtes précédentes. Mon père a hurlé. Il a menacé de poursuites judiciaires, accusant M. Leclerc de trahison. Ma mère a fondu en larmes, non pas par tristesse, mais par rage et humiliation publique. Elle craignait les rumeurs dans leur cercle social de Neuilly, l'idée que leur fille ratée les avait fait passer pour des idiots. « Tu as ruiné Noël, tu as fait ça par pure méchanceté, Adèle. » Elle a pleuré, se cachant le visage dans ses mains. « Mais où est passée ta décence ?» J'ai regardé ma sœur. Elle était silencieuse, son visage contorsionné par un mélange de jalousie, de colère, et je l'ai cru un instant, de peur. Elle avait compris que ce n'était pas un simple affront, mais le résultat d'années de jugement et de mépris. J'ai ramassé le sac Hermès que j'avais posé négligemment sur ma chaise. « Ce sac est magnifique, Camille, mais il ne vaut rien à côté de ce que j'ai acheté. Ce que j'ai emballé, ce n'est pas un objet pour toi. C'est le passé et le futur de cette famille que j'ai racheté. Le mas est à moi. Il ne sera pas vendu à un promoteur. Et vous n'êtes plus, légalement, en position de décider de son sort. » Mon père, épuisé par sa propre fureur, s'est effondré sur sa chaise. Il a balbutié « Tu nous laisses sur le carreau. Nous comptions sur cet argent pour nos vieux jours. C'est de la vengeance pure. » « De la vengeance ? Non, papa. C'est de la justice et de la protection. Vous vouliez transformer notre héritage émotionnel en une ligne sur votre bilan bancaire. J'ai transformé mon succès, que vous avez toujours ignoré, en une protection contre votre cupidité. J'ai protégé la mémoire de tante Élise et les étés que nous avons aimés. J'ai sauvé la maison. J'ai regardé ma mère. Et non, maman, je n'ai pas ruiné Noël. J'ai simplement rétabli la vérité de Noël, le moment où l'on est censé donner sans attendre un retour financier. La soirée s'est terminée dans une débâcle honteuse. Mes parents ont refusé de me parler. Camille et Éloi sont partis en trombe. Le sac Hermès de Camille restait négligemment sur la table. Je suis restée seule un instant dans la salle à manger, l'odeur du pain et du cognac se mêlant à la tension. Je n'ai ressenti aucune joie triomphante, seulement un vide. La vengeance, même la plus justifiée, laisse un goût amer. J'avais gagné, mais la famille était brisée. 2 jours plus tard, j'étais de retour en Provence. La maison de la lavande était silencieuse, mais elle m'a accueillie comme un vieil ami. J'ai passé les semaines suivantes à marcher sur les terres, à sentir les murs de pierre, à écouter le silence. J'avais vengé mon enfance et l'héritage d'Élise, mais le vide de la victoire persistait. L'argent, même bien utilisé, ne répare pas les cœurs brisés. Et c'est là que ma véritable intention a commencé à prendre forme. La maison était trop grande pour moi seule. La garder comme une forteresse privée aurait été une autre forme de cupidité, la mienne. Mon intention initiale était d'empêcher la vente. Ma nouvelle intention était de transformer la vengeance en un acte de générosité qui forcerait mes parents et ma sœur à reconsidérer non pas mon argent, mais leur propre échelle de valeur. J'ai appelé M. Leclerc. J'ai une idée, maître. Nous allons transformer le mas. Mais ce ne sera pas un simple refuge pour moi. Ce sera une ouverture. J'ai passé le mois suivant à concevoir mon nouveau projet. Un projet qui allait défier toutes leurs attentes.
Un mois plus tard, la transformation a commencé. Le mât provençal, désormais nommé la maison d'artisanat Adèle, était en cours de rénovation. L'idée était de créer un centre d'artisanat culinaire et de création, offrant des stages pour jeunes artistes et des classes de maîtres pour chocolatiers du monde entier. Un lieu où l'artisanat était valorisé par-dessus le luxe clinquant. Mon entreprise, Adèle Cacao, allait y déplacer son siège social et son laboratoire de formation. Le lieu allait devenir un pôle d'attraction pour les passionnés de simplicité et d'authenticité. Des valeurs que mes parents et ma sœur avaient perdues de vue. Ce n'était plus seulement ma maison, mais une communauté. J'ai organisé une conférence de presse discrète à Lyon pour annoncer le lancement. J'ai invité, par courtoisie, ma famille à l'inauguration. Mon père, encore amer, a refusé l'invitation avec un email glacial, me rappelant que j'avais détruit leur sécurité financière pour un caprice. Ma mère a suivi. Camille, cependant, a répondu par un seul mot. J'y serai. Elle est arrivée en jet privé avec Éloi, bien sûr, descendant sur la pelouse comme une reine visitant un domaine lointain. J'avais préparé un discours, mais en voyant Camille, son air hautain et son costume de créateur, j'ai su que les mots ne suffiraient pas. La vraie rédemption, l'acte qui pourrait nous sauver toutes les deux, devait être physique. L'inauguration a été simple, mais belle. Le bâtiment principal du MAS avait été restauré avec un respect total de l'architecture provençale. Le jour de l'inauguration, j'ai fait le tour de la maison avec les quelques journalistes et les artisans invités. Je suis passée devant la grande cuisine professionnelle. Un rêve pour tout chef. C'est la cuisine de la tante Élise, ai-je annoncé. En l'honneur de la femme qui a préservé l'esprit de cet endroit et sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. J'ai raconté son histoire. Une femme simple et généreuse qui ne jugeait pas le succès par le prix des voitures. Puis nous sommes arrivés dans la plus grande pièce, la salle de réception, qui allait servir de lieu de rassemblement et de banquet pour les stages. La pièce était baignée de lumière, les poutres apparentes restaurées. Au centre, j'avais installé une plaque de bronze, discrète, mais impossible à ignorer. Je me suis tournée vers Camille, qui regardait la plaque avec une confusion croissante. Cette pièce, ai-je dit, ma voix portant l'émotion que j'avais contenue pendant des mois, sera le cœur battant de la maison d'artisanat Adèle. Et son nom est le salon Camille. Camille s'est figée. Éloi, mon beau-frère banquier, a pâli. Le salon Camille. L'espace le plus important, le plus noble, le lieu où des centaines d'artisans viendraient apprendre et créer. J'ai continué. J'ai nommé ce lieu en ton honneur, Camille. Non pas pour l'argent que tu as, ni pour le luxe que tu affiches, mais pour la femme que tu étais dans cette maison quand nous étions enfants. C'est ici que tu m'as appris à faire mes premiers sauts de mouton et à rire sans te soucier de savoir si tu avais une robe de créateur. C'est ici que tu m'as donné mon premier véritable cadeau, le partage d'un secret d'enfant. J'ai utilisé mon argent pour faire la paix avec notre histoire. Ma vengeance n'était pas de vous prendre la maison, mais de vous la rendre, transformée en un lieu où nous pouvons tous, et particulièrement toi, réapprendre la vraie signification de la valeur. Celle qui n'est pas cotée en bourse. Le silence était différent cette fois. Il n'était pas de colère, mais de réalisation. Camille a fait un pas vers la plaque, touchant le nom de ses doigts. Le choc de son nom, gravé dans le bronze, associé à un lieu d'artisanat et de partage, la submergeait. Ma vengeance avait été de lui faire un cadeau qu'elle ne pouvait pas acheter. Un cadeau qui la forçait à se regarder elle-même. La colère a disparu, laissant place à une tristesse profonde et soudaine. Elle a laissé tomber son sac à main, un autre sac de marque, qui a atterri sans bruit sur le parquet. Elle a pleuré. Mais ce n'était pas la rage de ma mère. C'était la douleur d'une femme qui venait de comprendre que son ambition superficielle avait obscurci la chose la plus précieuse. Le lien fraternel. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux pleins d'eau. Adèle, c'est énorme. Tu me pardonnes ? Je me suis approchée d'elle, écartant les caméras des journalistes d'un geste subtil. Je n'ai rien à pardonner, Camille. J'ai juste choisi de ne plus laisser notre passé me définir, ni toi te définir par le montant de ton compte en banque. Le MAS est une chance pour nous de commencer une nouvelle histoire. Une histoire où l'on se construit ensemble au lieu de se détruire à distance. L'effet de ma surprise a été double. Elle a sauvé la maison de mes souvenirs et a forcé ma sœur à une introspection brutale. L'histoire n'a pas eu de fin heureuse. Mon père n'est jamais venu, restant figé dans son amertume. Ma mère m'a envoyé une seule carte.
quelques semaines plus tard, demandant timidement si elle pouvait assister à un cours de chocolat. Mais Camille a changé. Elle est restée à l'inauguration, aidant à servir les plats, parlant avec les artisans, pour la première fois sans mentionner son mari ou son appartement. Elle est revenue 2 semaines plus tard, sans prévenir, sans éloi, sans maquillage, et m'a demandé de lui montrer comment faire mon chocolat signature. Elle a commencé à s'impliquer dans le financement des bourses de la maison d'artisanat Adèle, utilisant ses contacts financiers, non pas pour se vanter, mais pour aider les jeunes artistes. Mon cadeau, ce petit paquet en papier craft, n'était pas une punition, mais un miroir. Il a déclenché une transformation intérieure, une reconnaissance silencieuse de la valeur de ma vie et, par extension, la dévaluation de la sienne. Ce fut ma vengeance. Forcer ma sœur à se sauver elle-même, en lui donnant la chance d'être à nouveau l'enfant qu'elle avait été dans ce mât. Un cadeau de Noël vraiment inattendu. Mon père, resté à Neuilly, a finalement été contraint de vendre la luxueuse maison de banlieue. La transaction du MAS, bien que réalisée à un prix élevé, ne lui avait pas suffi à couvrir la mauvaise gestion de ses investissements. Il a dû déménager dans un appartement bien plus modeste, sa chute sociale étant le sujet de conversation de son ancien cercle. Il a blâmé ma cruauté jusqu'à la fin. Ma mère est restée à ses côtés, mais a commencé à faire le voyage en Provence tous les mois pour se joindre aux ateliers. Elle ne faisait pas de chocolat. Elle s'asseyait dans le salon Camille, à lire, et parfois, elle me regardait travailler avec une fierté discrète que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait trouvé son propre chemin pour s'éloigner du jugement de son mari. Camille est devenue la présidente honoraire des bourses de la maison. Elle n'a pas quitté son mari, mais son rôle dans leur relation a changé. Elle a cessé de collectionner des sacs de marque pour se concentrer sur la construction de liens, sur l'aide concrète qu'elle pouvait apporter. Elle a utilisé sa puissance financière et sociale pour amplifier le message de l'artisanat et de la simplicité. Mon cadeau de Noël n'a pas détruit ma famille. Il l'a réorientée. Il a brisé la façade pour que la vérité, un peu douloureuse au début, puisse émerger. J'ai sauvé notre héritage. J'ai trouvé une nouvelle mission et j'ai donné à ma sœur une 2e chance de vivre la vie qu'elle voulait vraiment, loin de la pression de l'apparence. Il n'y a pas eu de mots de réconciliation, pas de grands discours de pardon, juste des actions silencieuses. Le MAS est devenu le point de rencontre, l'endroit où le poids du passé s'est dissous dans l'odeur du thym et du cacao. La vengeance, dans sa forme la plus pure, n'est pas le châtiment, mais la transformation. J'ai transformé la trahison en un acte de générosité inconditionnelle qui, ironiquement, m'a libéré plus que quiconque. Maintenant, je vis une vie pleine, entre mon atelier de Lyon et le MAS en Provence, entouré de gens qui valorisent mon travail et ma personne, et non mon compte en banque. Le salon Camille reste la pièce la plus ensoleillée de la maison, un rappel constant qu'un cadeau, même le plus modeste en apparence, peut contenir la plus grande des surprises. Ma sœur n'imaginait pas ce que j'avais emballé ce jour-là. Elle n'imaginait pas que c'était le début de la fin de sa propre prison. Si vous avez regardé cette histoire jusqu'à la fin, vous avez vu comment un simple cadeau de Noël peut changer la vie de toute une famille. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous auriez fait à ma place. Si vous aviez été la petite chocolatière ignorée, auriez-vous agi avec autant de calme et de stratégie, ou auriez-vous simplement emballé une lettre d'adieu? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la transformation de ma vengeance en héritage. N'oubliez pas de liker cette vidéo si l'histoire de la maison de la lavande vous a touché et activez la cloche pour être alerté de ma prochaine histoire de famille où les apparences sont trompeuses.